le traité de la nature humaine, c'est un livre que Hume a écrit en 1739, à l'âge de 28 ans, et pas n'importe où, à savoir là où a étudié Descartes, donc entre la Bretagne et la France, au collège de la Flèche. Alors si le jeune Berkeley souhaitait se défaire de l'influence anglaise, et qu'il a trouvé dans les textes de Descartes une ressource, eh bien le jeune Hume, lui, radicalise l'opposition avec les Anglais. Et Hume a une réflexion paradoxale vis-à-vis de Newton. Alors, je vais rapidement détailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hume souhaite éteindre le débat entre Berkeley et Newton, tel que nous l'avons vu la dernière fois, c'est-à-dire avec un Berkeley idéaliste et un Newton matérialiste. Alors Hume a très bien compris Berkeley, mais il sait aussi la pertinence de Newton. Donc en un mot, ce qu'il souhaite faire dans son traité de la nature humaine, eh bien, c'est d'appliquer la méthode expérimentale de Newton à l'esprit humain tel que le conçoit Berkeley. Et la grande découverte de Hume, c'est que ce que Newton appelle les lois physiques ou les lois de la nature, eh bien, ce sont les lois de l'esprit dont parle Berkeley. Et parmi ces lois de l'esprit, eh bien, il y a celle de la causalité qui nous intéresse aujourd'hui. Pour Hume, là où Newton affirme qu'une chose est cause d'une autre, et que Berkeley affirme que c'est notre esprit qui établit cette relation, eh bien, pour Hume, c'est la même chose. C'est-à-dire que les relations entre nos idées sont des relations ou des connexions dans la réalité. Si bien que ce que Newton appelle réalité physique, eh bien, n'est pas différent de ce que Berkeley appelle réalité de l'esprit ou réalité spirituelle. Alors vous comprenez qu'on a là quelque chose de très intéressant, car en souhaitant faire la synthèse entre les Anglais et les Irlandais, eh bien, Hume s'affirme en tant qu'Écossais. Et ce faisant, il radicalise l'opposition avec les Anglais de Londres. Alors je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais pour la parenthèse, comme vous le savez, le grand lecteur de David Hume, c'est Kant. Donc Emmanuel Kant, et je vous ai déjà dit que Kant en fait avait des origines écossaises par ses grands-parents. Et Kant, c'est le philosophe qui a le mieux compris Hume, mais c'est aussi celui qui a empêché de le lire. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Kant considère que Hume développe une philosophie extrêmement puissante et extrêmement novatrice. Et Hume a en fait incité Kant à écrire sa critique de la raison pure, justement pour recadrer un petit peu le travail de Hume. Alors je termine ma parenthèse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la relation de causalité, donc telle que Hume la développe. Donc, comme je disais, parmi les lois de l'esprit humain, qui sont des lois physiques, selon Hume, celle de la causalité, c'est celle qui consiste à expliquer comment une chose A cause une chose B. Par exemple, le mouvement d'une boule de billard, comment peut-elle expliquer le mouvement d'une autre? Alors, un scientifique matérialiste comme Newton dit qu'il ne suffit que d'observer ce qui est le cas en réalité, mais Hume affirme que ce que l'on observe en réalité, eh bien, c'est l'activité de notre esprit. Alors je vous demande un petit peu d'attention, c'est que pour Hume, notre esprit, c'est lui qui établit une connexion entre les mouvements des deux boules de billard. Alors Hume nous apprend en fait que la causalité, c'est une loi de l'esprit, et ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, eh bien, c'est que la causalité pour Hume, c'est un angle d'attaque contre la philosophie de son époque, donc à Londres, contre la philosophie des Anglais, dont Newton est le plus illustre représentant. Alors l'enjeu, c'est de montrer qu'il n'y a aucune nécessité dans la relation de causalité. Donc vous voyez la métaphore, évidemment, d'un point de vue culturellement parlant, c'est que ce que l'on pense à Londres ne s'applique pas nécessairement en Écosse. Autrement dit, si vous filez la métaphore, une chose à Londres n'entraîne pas nécessairement une autre chose en Écosse, c'est-à-dire que les deux choses demeurent indépendantes. C'est pas pour ça qu'elles ne sont pas en relation, mais c'est deux choses effectivement indépendantes. Donc pour Hume, ce n'est pas expliquer scientifiquement la causalité qui est intéressant, mais comment l'esprit est cause de ses idées. Alors l'illusion pour Hume, c'est de confondre en un mauvais sens la puissance de notre esprit, c'est-à-dire sa capacité effectivement à établir des relations, avec la réalité physique. C'est-à-dire qu'il y a une illusion à ne pas se rendre compte que ce qu'on pense être des réalités physiques, comme le pense Newton, ce sont en fait des opérations de notre esprit. Et c'est le problème que Hume identifie chez Newton.
C'est qu'en fait, l'anglais Newton fait l'économie de l'esprit en disant que la causalité est une relation réelle. Alors Hume dit certes, c'est une relation réelle, mais c'est une relation opérée par notre esprit, et ça ne lui enlève aucune réalité. Simplement, on ne peut pas réduire cette relation-là à une réalité physique. Hein. C'est qu'il y a une prise de conscience à opérer, c'est même une prise de conscience de notre esprit. Alors, vous comprenez que la philosophie de Hume est extrêmement importante, hein, car si notre esprit est cause de ses idées, alors cela signifie qu'il est aussi capable d'action. Et c'est justement cela l'enjeu de la philosophie de Hume. C'est-à-dire qu'un esprit qui est actif, eh bien, ne capitule pas devant la nécessité de la réalité physique. Autrement dit, il n'est pas passif devant elle, il ne se laisse pas faire, et justement parce que la réalité dépend de l'esprit. Alors c'est ça le côté novateur de Hume, et c'est ça qui intéresse Kant, comme je viens de le spécifier. Alors pour être plus clair, et pour prendre un autre exemple, je vais prendre un exemple historique. Si vous considérez par exemple le fait qu'en 1940, la France est allemande, alors ça c'est la réalité physique. Hein. Philippe Pétain tient par exemple le discours selon lequel il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Mais Charles de Gaulle par exemple ne l'entend pas de cette manière. Hein. C'est-à-dire que pour de Gaulle, eh bien, comme pour Hume, la réalité dépend de l'esprit. Et pour de Gaulle, eh bien, la France n'est pas allemande. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la même chose que Pétain. Alors mine de rien, ce sont quand même des gens comme de Gaulle qui font avancer les choses. Et vous savez ce qu'on disait à de Gaulle en 1940 ? Eh bien on lui disait, vous n'êtes pas réaliste. Hein. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la réalité pour ce qu'elle est. Et on conseillait effectivement qu'il fallait mieux capituler devant une loi de la nature, en considération en réalité physique, plutôt que de la remettre en question, et donc d'agir. Donc je parlais d'action, et de Gaulle choisit l'action. Et c'est l'action qui transforme la réalité physique. Alors il en est de même pour l'Écossais David Hume. Pour lui, ce n'est pas parce que l'Écosse fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne que les Écossais ont pour autant disparu. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec les Anglais, qui le font savoir. Et ça, c'est très sain de ne pas être d'accord, parce que justement, Hume nous rappelle bien que c'est ça qui nous fait avancer dans la réalité, et c'est ça qui nous permet de transformer la réalité. Donc, comme Berkeley, Hume montre que l'esprit humain transforme la réalité physique, et donc, en l'occurrence, comme je viens de le dire, eh bien que les Écossais n'ont pas à se soumettre à la conception que les Anglais, comme Newton, se font de cette réalité physique. Alors, évidemment, en établissant que l'esprit est cause de ces perceptions, Hume eh bien, revient à Descartes. Et vous comprenez que ce n'est pas un hasard que Hume ait écrit son premier livre à la flèche entre la Bretagne et la France. Alors c'est quand même extraordinaire, vous avez un Écossais qui quitte l'Écosse et qui vient écrire son premier livre à l'âge de 28 ans, là même où a étudié René Descartes. En effet, avec Descartes, on a vu que le « je pense » détermine ce que je suis, et ce que Hume permet de comprendre, eh bien, c'est que Descartes n'est pas si rationaliste que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Descartes a une conception de l'esprit humain, et c'est vraiment ce que Hume souhaite développer dans son premier livre, donc le traité de la nature humaine, qui est une forme d'hommage au travail de Descartes. Donc on a un angle d'attaque contre les penseurs anglais comme Newton, mais aussi contre les rationalistes français. Eh bien, Hume remet en cause l'idéal de la raison, mais il remet en cause aussi la lecture française qui commençait à être faite de Descartes à l'époque. Et je vous le disais, cette remise en cause de l'idéal de la raison, eh bien c'est précisément ce qui intéresse Kant et qui lui fait écrire, pardonnez-moi, une critique de la raison. Kant est d'accord avec Hume pour dire que la raison n'est pas pertinente pour notre compréhension du monde. Autrement dit, que la relation de causalité n'est pas une déduction rationnelle, c'est une expérience, et c'est une expérience que fait notre esprit. Donc vous voyez, on revient toujours au débat entre les empiristes et les rationalistes, ceux qui accordent de l'importance à l'expérience et ceux qui accordent de l'importance à la raison. Eh bien, Hume nous permet de, entre guillemets, dérationaliser Descartes et faire apparaître un petit peu sa composante un peu plus empiriste.